Donc bienvenue à tout le monde pour cette table ronde organisée dans le cadre du 147e congrès annuel des sociétés historiques et scientifiques. Ce congrès a lieu à Toulouse et a pour présidente scientifique Sandrine Costamagno, qui est ici présente, et donc nous remercions chaleureusement pour la proposition d'organiser cette table ronde. Et donc la thématique de cette année, au cas où certains parmi vous ou certaines parmi vous n'ont pas assisté encore au congrès, c'est effondrement et rupture. Donc il y a un gros programme avec beaucoup de choses qui se passent à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Il y a un certain nombre de sessions avec des thématiques différentes. Et il y a eu hier la présentation générale, les conférences introductives du congrès qui durent jusqu'au 26 mai 2023. Et donc dans ce cadre-là, Sandrine Costamagno a proposé à l'atelier d'écologie politique, la Técopole, de faire dialoguer passé et présent, de faire dialoguer les sciences autour de la question des limites planétaires. Et effectivement, dans le contexte de bouleversement écologique actuel, contexte qui a été rappelé justement lors des conférences introductives, se pose la question de la place des historiennes et des historiens, de leur rôle éventuel. Et donc, il y a la possibilité de mener des enquêtes, d'essayer, alors parfois de traquer les origines des situations dans lesquelles nous nous trouvons, mais aussi de voir si par le passé, il y a eu des situations analogues ou comparables à celles que nous vivons aujourd'hui du point de vue de tous les bouleversements écologiques. Et quand on se penche vers le passé, évidemment, moi je suis antiquisante et on pourrait avoir tendance à dire, effectivement, les Grecs ont été extractivistes, les Romains ont été extractivistes, il y a eu des périodes dans le passé où l'homme a été prédateur. Et donc la tentation serait peut-être de généraliser ensuite et de dire, puisque dans le passé on retrouve des phénomènes de prédation, de surexploitation des ressources, finalement ça a toujours existé. Et finalement, l'homme, l'espèce humaine est quelqu'un qui dégrade son environnement et cela a toujours été comme ça. Évidemment, le rôle des historiennes et des historiens, c'est plutôt de montrer les spécificités des contextes et de montrer à chaque fois les différences, les singularités de chaque système, qui peuvent être des systèmes socio-techniques, socio-économiques, qui engendrent des situations particulières et des rapports particuliers entre l'homme et le milieu qui l'environne. Donc dans ce cadre-là, la question se pose de savoir si la situation que nous vivons aujourd'hui est comparable à ce qui a pu se produire dans le passé. Et vous avez d'ailleurs des sessions qui sont consacrées à cette question des surexploitations des ressources naturelles dans le passé. Eh bien, pour essayer de comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui, il y a un concept qui a été développé par des scientifiques, qui est le concept de limite planétaire, qui a été présenté aussi dans une des conférences inaugurales. Et c'est un concept, celui des limites planétaires, qui est un concept qu'on a discuté au sein de l'atelier d'écologie politique, qui est un collectif de scientifiques toulousaines et toulousains, qui a été créé en 2018 et qui regroupe aujourd'hui environ 200 chercheuses et chercheurs qui travaillent dans des champs disciplinaires très variés, sur SHS, sciences expérimentales, et qui dialoguent ensemble et s'emparent de ces questions écologiques. Et parmi les questions qui ont été débattues, il y a eu donc cette question des limites planétaires, et on a décidé aujourd'hui d'essayer de créer ce dialogue entre passé et présent, d'essayer de mesurer un peu à la fois l'utilité, peut-être les limites de ce concept. Donc, merci Adeline. Je crois qu'on s'est pas présenté, nous, les modérateurs, modératrices. Donc, Adeline qui vient de s'adresser à vous, c'est Adeline Grand-Clément, qui est professeure d'histoire grecque ici au département d'histoire de Toulouse et au laboratoire PLH. Et donc, on va être 3 historiennes, historiens à animer un petit peu cette session qui, je vais vous les présenter en un instant, va mettre sur le devant de la scène plutôt d'autres disciplines dites de sciences dures. Voilà, on vous en fera un petit panel. Mais donc, on est 3 historiens. Il y a aussi donc, Sébastien Roseau qui est là au premier rang et on va tourner un peu sur scène et qui lui est historien de la période à la fois fin de la période coloniale et début de la période nationale en Amérique plutôt latine autour du Brésil, et donc moi Emmanuel Pérez-Tisserand qui suis aussi américaniste, aussi contemporanéiste sur l'Amérique du Nord plutôt. Donc on va les cuisiner un petit peu et surtout à un moment on va vous donner la parole puisque l'idée c'est de susciter un dialogue entre historiennes, historiens
préhistoriens, proto-historiens, etc., donc sur la longue durée, et ses amis scientifiques, puisque c'est un peu le principe de la Técopole que d'essayer de discuter ensemble et de voir ce qu'on peut s'apporter. Donc, sans plus attendre, je présente nos intervenants. Donc, je vais faire dans l'ordre de gauche à droite, de manière tout à fait arbitraire. Donc, nous avons d'abord Michael Coria, qui est lui astrophysicien et qui travaille à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie. Nous avons ensuite Odin Marc, qui est spécialiste de l'évolution des paysages et des risques naturels, qui est chargé de recherche au CNRS et qui travaille au sein du laboratoire Géosciences Environnement Toulouse, autrement appelé JET, je crois, rattaché à l'Université Toulouse 3, donc Paul Sabatier, qui sont de l'autre côté de Toulouse par rapport à l'UT2. À sa droite, nous avons Soisy Crochange, qui est biologiste au laboratoire de recherche en sciences végétales, lui aussi rattaché à l'UT3. Et enfin, à ma gauche, Marc de Conchat, qui est écologue des paysages au laboratoire INRAE d'INAFOR à Castanet. Voilà, donc on vous remercie de participer à ce panel, à cette expérimentation croisement Atécopole CTHS. Et donc, tout simplement pour vous donner la parole, et notamment d'abord à Michael Coria, justement, qu'est-ce que c'est que ce concept de limite planétaire? Comment est-ce qu'on peut le visualiser? Qu'est-ce que c'est, quoi? À quoi il sert? Et donc, Michael va faire d'abord une présentation un peu générale sur le concept, et puis ensuite, chacun des intervenants, avec sa sphère un peu d'expertise, si on veut, va développer plus particulièrement sur une des limites. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc je vais juste présenter brièvement le concept de ce que c'est que les limites planétaires, qu'on représente le graphique que vous voyez derrière. Donc les limites planétaires, c'est des seuils qui ont été définis il y a environ une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années, et des seuils bio-géochimiques que l'humanité ne devrait pas dépasser pour conserver des conditions de vie relativement qui ont été favorables à l'humanité jusque-là et lui permettre de continuer à vivre durablement dans ces mêmes conditions de vie. Donc c'est nécessaire pour la survie de l'humanité, mais pas uniquement. Tout un ensemble d'écosystèmes. Donc les personnes qui ont défini ces limites planétaires, on en défini initialement 9. Ils ont décidé de les représenter sur le graphe que vous voyez. Une des idées, au départ, c'était de sortir un peu du prisme très, très axé climat qu'on a parfois quand on traite de la question écologique et d'essayer de capturer tout un ensemble d'impacts qu'a l'être humain sur son environnement. Donc bien sûr, c'est difficile de tout capturer d'un seul coup, mais c'était le but de ce genre de travaux. Donc sur les 9 limites qui ont été déterminées, vous voyez, il y a par exemple le changement climatique, l'utilisation de l'eau, l'appauvrissement de la couche d'ozone, vous avez ensuite l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère, l'acidification de l'océan. Ensuite, vous avez des cycles géochimiques du phosphore et de l'azote. Ensuite, vous avez en gros tout un ensemble de pollutions. L'être humain produit tout un ensemble de composés, métaux lourds, plastiques, etc., qui sont ensuite émis dans l'environnement. Donc on le caractérise sous la forme d'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère. Vous avez ensuite le changement d'utilisation des sols, l'artificialisation des sols par exemple. Et puis bien sûr l'érosion de la biodiversité. Voilà. Donc ça, je reste très, très général. Mes collègues entreront un petit peu plus dans le détail. Donc l'idée, c'était de déterminer un peu ces grandes catégories et puis de déterminer des indicateurs sur chacune de ces catégories qui permettent de mesurer à quel point, des indicateurs et des seuils, qui permettent de mesurer à quel point on est au-delà de ces, on va dire, frontières relativement sûres pour l'humanité. Donc vous voyez ce graphe, en gros, on part du centre et si on reste globalement dans la zone verte, c'est que, en gros, ça va. Et dès qu'on passe, en gros,
l'indicateur, le seuil en question, on commence à rentrer dans une zone dont les conséquences risquent d'être importantes, incertaines, et les changements potentiellement brutaux de conditions de vie. Voilà, donc je vais pas détailler plus ce graphe. Si vous voulez ensuite rentrer un petit peu plus dans les détails sur certaines de ces limites. Soazic, tu veux y aller? Donc la biologiste. Je vais commencer alors sur la partie biodiversité, qui est franchement pas la plus simple des limites planétaires à analyser. Et c'est pour cette raison que c'est la limite aussi qui a suscité le plus de controverses en fait par rapport à l'utilisation de ce schéma. On y reviendra un petit peu plus tard. L'idée, au moins de la première mesure de la limite biodiversité, c'était de la mesurer comme la vitesse d'extinction des espèces. Et donc la vitesse d'extinction des espèces aujourd'hui est de l'ordre de 100 à 1000 fois plus élevée que ce qu'on a observé sur les millénaires précédents. Donc des extinctions, bien sûr, il y en a déjà eu, avant l'apparition des humains sur la planète et depuis. Mais là, on assiste à une accélération très franche. Et c'est ça qui a servi pour mesurer la perte de biodiversité. Donc, ce qu'on voit sur le graphe, là, c'est qu'il y a maintenant un deuxième secteur qui est apparu en raison des limites que présente cet indicateur. Mais il nous montre déjà en fait, qu'on a un peu changé complètement de nature du problème en fait, par rapport aux extinctions qui peuvent se produire naturellement ou sous un effet modéré des activités humaines. Là, on a complètement changé de cap et probablement ces extinctions ou la perte de biodiversité en général vont s'accélérer encore parce que certaines des causes de l'érosion de la biodiversité sont en train de s'aggraver, notamment le changement climatique, mais d'autres aussi. Donc on va déjà beaucoup trop vite et on va aussi vers des accélérations dans les décennies qui arrivent. Peut-être qu'on peut laisser... Marc, tu veux enchaîner sur ce point ? Pas forcément exactement sur ce point-là, mais moi j'aimerais mettre l'accent sur un secteur qui est particulièrement concerné par ces limites, qui est mon sujet, mon travail dans mon institut, qui est l'agriculture et la foresterie. Parce que c'est une situation qui nous touche tous, parce que c'est des dimensions vitales, bien sûr, notre alimentation, un certain nombre de nos matériaux. Et l'agriculture, elle est une des causes majeures d'un certain nombre de ces dépassements, de ces situations, que ce soit sur la biodiversité avec les changements d'utilisation des terres, sur le phosphore, l'azote, bientôt peut-être sur les questions d'eau. Donc c'est bien une des causes importantes, une partie de ces changements-là, de ces limites qu'on est en train de dépasser. Elles sont dans vos assiettes, elles sont dans nos assiettes. Et un chiffre pour moi qui témoigne de ça, qui m'a percuté lorsque je l'ai découvert pour la première fois, des scientifiques se sont amusés, ils s'amusent toujours à des choses assez étonnantes, à estimer le poids de tous les mammifères sur Terre. Bien, figurez-vous que dans ce poids de tous les mammifères sur Terre, les mammifères domestiques et les humains représentent 96% du poids total. Les mammifères sauvages, terrestres, les lions, les éléphants, les hippopotames, les souris, eh bien c'est 4%. Et l'agriculture, elle est la cause, mais elle est aussi un levier qui permettra peut-être de surmonter un certain nombre de ces dépassements, à la fois en diminuant ces impacts négatifs, mais peut-être en améliorant les choses. On pense qu'en gérant mieux les sols et les forêts, on pourrait peut-être limiter un certain nombre des problèmes qui sont là et répondre à, par exemple, utiliser les forêts comme des puits de carbone. Et puis enfin, le dernier point, et c'est finalement le plus important et le plus compliqué, qui rend la problématique très compliquée, c'est que l'agriculture, la foresterie, elle est aussi victime de tous ces dépassements. L'agriculture, elle produit beaucoup de nitrates, mais ces nitrates, ils nuisent à l'agriculture. Elle dégrade la biodiversité, et la dégradation de la biodiversité nuit à l'agriculture. Et là, ça pose vraiment des problèmes compliqués pour l'avenir, parce que plus on dépasse, moins on a de capacité à utiliser l'agriculture et la foresterie pour résoudre ces problèmes.
Peut-être pour continuer, donner un autre point de vue, on peut aussi se rappeler que ces limites-là, comme ça a été dit au début, en fait, elles sont en évolution. C'est-à-dire qu'il y a toujours un questionnement sur comment on définit les limites. Par exemple, vous voyez que la limite de l'eau, qui est appelée l'eau bleue, donc qui est l'eau dans les réservoirs, que ce soit souterrain, dans les lacs, les rivières, toutes les réserves d'eau douce en fait, mais qui circulent. Cette eau bleue, elle est caractérisée comme étant voilà, dans un espace sûr, parce qu'à l'échelle planétaire, même si les humains prélèvent énormément d'eau dans plein de secteurs, à l'échelle planétaire, c'est en dessous de, entre guillemets, le renouvellement dans le cycle de l'eau annuel. Mais évidemment, à l'échelle locale, ça peut être beaucoup plus compliqué parce qu'on a certaines zones qui ont peu de réserves en eau et qui ont pourtant une forte pression à cause des activités humaines. Donc déjà, il y a cette notion importante que les limites, elles sont vraiment planétaires, elles sont globales, ce qui permet, on pourra en rediscuter, de faire une différence peut-être avec disons des pressions environnementales qui étaient plus locales et qui ont pu causer des effondrements dans l'histoire, en fait, qui étaient en général localisées, régionalisées, alors que là, on peut faire une quantification qui parle vraiment de ce que fait l'espèce humaine à l'échelle planétaire, et donc qui va avoir des effets globaux. Par exemple, on comprend bien le cas avec le changement climatique, c'est pas un problème de pollution locale, c'est un problème qui va avoir des effets sur toute la planète. Et puis, un autre point, c'est que on peut rajouter de nouvelles mesures de ces limites, ou de ces frontières plutôt, parce qu'on dit bien que c'est pas qu'il y a un côté ou un autre de la limite, c'est quelque chose de progressif. Donc même si on est encore dans le vert mais qu'on s'approche de la frontière, voilà, ça peut déjà causer certains problèmes à des échelles plus locales. Et puis après, plus on s'enfonce dans le orange là, et plus on se dit qu'on a un dépassement fort des seuils. Donc ce côté progressif, il est important. Et puis le fait que c'est les premiers articles qui se sont intéressés à ça, c'était il y a à peu près une quinzaine d'années, à la fin des années 2000. Mais en fait, depuis, on a rajouté des limites. Par exemple, la limite de l'eau verte, elle est beaucoup plus récente. Et elle s'intéresse vraiment à l'eau qui est dans le sol. Donc c'est uniquement l'eau qui passe dans les sols et qui va être utilisée par les plantes et les écosystèmes du sol. Donc que ce soit aussi les bactéries ou autres. Donc c'est vraiment une différenciation pour montrer que, en fait, quand on s'intéresse à ces questions d'agriculture et qui fournissent énormément de la biomasse, qu'elle soit sauvage ou vivante, on ne peut pas juste regarder l'eau qu'il y a aussi dans les lacs ou dans des systèmes profonds. Parce que ce n'est pas celle-là qui est importante pour les plantes, les animaux et l'agriculture. Donc faire cette distinction, ça a permis de montrer donc plus récemment que dans ce cas-là, dans ce cas de l'eau qui est disponible pour l'agriculture et pour les plantes, là par contre c'était déjà plus critique. Et c'est la même chose pour la question des nouvelles entités, de ces éléments artificiels qui sont produits par les humains et qui sont libérés dans l'environnement. En fait, initialement, c'était un peu une zone d'ombre, et finalement, il y a un certain nombre d'études qui ont montré, non pas qu'on avait dépassé un certain seuil, en fait, pour l'instant, le critère retenu, c'est que la prolifération des différents composants est plus rapide, aussi bien en nombre qu'en type, que ce qu'on est capable de mesurer. Donc en fait, c'est de dire qu'avec cette limite, on est dépassé, on n'est pas capable de suivre les pollutions qu'on cause à travers les microplastiques, qui peuvent même être des nanoplastiques maintenant, on le sait, il pleut des microplastiques tous les jours sur le pic du Midi, alors que c'est une zone extrêmement loin des activités humaines. Mais donc dans l'atmosphère, il y a un certain nombre de composants, micro, nano, plastiques, ou alors on a dit les métaux lourds, certains types de composés artificiels qui se répandent dans l'environnement et dont on ne peut pas connaître les effets par définition puisqu'ils sont trop nombreux, trop divers, mais on sait que ça va avoir des interactions avec le vivant. Donc on est bien en train de dire que ça dépasse ce qui devrait être une norme pour rester dans un environnement sûr et durable. Merci beaucoup. À toi, en fait. Ah oui, Michael, oui, tu voulais reprendre peut-être sur des éléments énergétiques. Oui, en fait, je sais. C'est-à-dire que ce graphe, il montre tout un ensemble. Enfin, il montre à quel point déjà l'être humain a un impact vraiment global et planétaire sur tout un ensemble de choses. Mais malheureusement, il n'y a pas que là où on commence à atteindre des limites. On extrait énormément de matériaux du sol, notamment des métaux. Là, bien sûr, il faut différencier en fonction des types de métaux, mais on atteint aussi des limites à ce niveau-là, étant en plus dans le cadre de la transition énergétique, où on va avoir besoin d'énormément de cuivre, par exemple. Donc voilà, on commence à atteindre des limites à ce niveau-là. Pour la production d'énergie, ça va être un peu la même chose. On ne manque pas d'énergie solaire. Il y a une quantité d'énergie solaire, de rayonnement solaire qui atteint la surface qui est faramineuse. Mais pour arriver à la capter, contrairement aux énergies fossiles qui sont extrêmement denses et extrêmement faciles à utiliser, l'énergie solaire est très diluée.
qu'elles se transmettent sous la forme de vent pour être captées par des éoliennes ou directement par panneaux photovoltaïques. Avoir ces énergies-là, ça va impliquer des limites en termes de matériaux pour construire les objets qui vont nous permettre de capter l'énergie, et également et surtout en termes d'espace, puisque pour capter tout ça, il faut des surfaces. Et donc là, on commence à rentrer dans des compétitions d'usage des sols pour l'agriculture et pour tout un tas d'autres choses. Donc là aussi, on peut considérer que l'être humain approche tout un ensemble de limites qu'on pourrait considérer énergétiques, de capacité à produire de l'énergie. Merci. Donc, on est allé un petit peu vite, mais l'idée, c'était de montrer, de vous présenter un peu le schéma donc, qui a été mis en place et qui a été raffiné en fait, au fur et à mesure. Donc, il y a eu plusieurs, si vous cherchez des schémas de limites planétaires, en fait, ça évolue. Et vous en avez saisi l'intérêt, c'est-à-dire que c'est dépasser la question simplement du réchauffement climatique et du CO2, puisqu'on a tendance à se focaliser dessus, parce que ça, on le mesure bien, et ça, on essaye de trouver des solutions, quelles qu'elles soient, mais en tout cas, il y a une réflexion qui est menée. En revanche, toutes ces limites-là, qui sont réelles et qui sont pour certaines très inquiétantes, ne sont pas toujours bien prises en compte. Pourquoi ? Parce qu'elles sont difficiles à quantifier, contrairement au taux de CO2 dans l'atmosphère. Et donc là, c'est un effort pour quantifier. Mais alors, à la fois, c'est un effort pour quantifier aussi pour montrer à quel point c'est global. Donc, on est sur un jeu d'échelle qui n'a été jamais atteint jusqu'à présent et donc qui affecte l'ensemble de la planète. Mais on en voit aussi les limites, et c'est sur ça qu'on voudrait revenir un petit peu maintenant. On en voit les limites déjà par le fait que bon, il y a des pointillés, puis on passe du vert à l'orange, mais en fait, qui fixe ce seuil ? C'est quoi le critère ? C'est multifactoriel, et tout est intriqué. On voit que la question aussi de l'énergie doit essayer de trouver sa place dans ce système-là. Donc on voit à quel point les choses sont complexes. Donc ça, c'est une aide au départ pour penser la complexité et les choses interconnectées. Mais il faut aussi aller au-delà. Et je voulais donner un exemple avant de redonner la parole, puisque notamment Swazi qui a souligné déjà d'emblée pour la biodiversité à quel point ça avait pu être critiqué. C'est que nous, ici en Occident, on a besoin de faire ça pour essayer de dire effectivement, on est peut-être dans une situation hyper critique. Et en fait, il y a des populations sur le globe qui le vivent depuis longtemps, tous ces problèmes non seulement du réchauffement climatique, mais de l'effondrement de la biodiversité et plein d'autres éléments, l'extractivisme, etc. Et notamment l'Arctique est une partie du globe qui est beaucoup plus... qui est touchée depuis plus longtemps et où les phénomènes sont particulièrement visibles. Et donc, l'anthropologue Nastasia Martin, qui a étudié des populations arctiques, en fait, quand elle est arrivée là-bas, c'est pas ça qu'elle cherchait, mais c'est à ça qu'elle a été confrontée. Et donc, elle dit, les populations le vivent. Elles n'ont pas besoin de ces schémas-là pour qu'on leur explique que ça va mal et qu'il va falloir faire des choses. Elles le vivent. Voilà. Donc, nous, on a besoin de ces chiffres, de ces seuils. Et donc, je voudrais qu'on revienne un peu sur ces modèles-là. Et peut-être, Swazi, si tu veux bien reprendre un peu... Oui, donc je vais revenir sur le cas de la biodiversité pour rebondir un peu sur ce que vient de dire Adeline. Donc ici, on a absolument besoin de quantifier les choses et en plus, on a un besoin qui est peut-être encore pire, c'est celui de tout rassembler en un seul chiffre. Et ça conduit à écraser toute l'hétérogénéité et toute la complexité des choses. Et ça, pour moi, ça fait partie des limites de cette approche. Bon, c'est le revers de la médaille. Si on veut donner un message simple, on est un peu obligé de faire ça. Mais en même temps, en le faisant, on masque beaucoup de choses. Notamment, dans le cas de la biodiversité, le fait de s'intéresser à l'échelle globale n'a pas forcément énormément de sens parce que ce n'est pas à cette échelle-là que vont s'exercer les effets de la détérioration des écosystèmes. Donc ça, c'est une première chose. On cache aussi le fait que certaines régions du monde, notamment l'Amérique du Sud, sont beaucoup plus touchées que d'autres en ce qui concerne l'érosion de la biodiversité. En faisant le calcul d'un indicateur unique, on masque aussi toute l'hétérogénéité du monde vivant. On mixe ensemble, ou en tout cas, on fait comme si on mixait ensemble l'ensemble du monde vivant, donc des bactéries jusqu'aux éléphants. Mais en fait, on fait semblant seulement, puisqu'on n'a pas des données au moins comparables sur l'ensemble du monde vivant. Il y a des êtres vivants qui sont beaucoup, beaucoup mieux connus que d'autres, et la plupart des données qu'on voit sur le suivi de la biodiversité au cours du temps concernent les vertébrés, qui représentent très, très peu de la biodiversité. C'est 50 000 espèces à peu près sur un total de minimum 10 millions et probablement beaucoup plus si on compte les bactéries. Donc on réduit le problème en fait en se concentrant sur une très petite partie du monde vivant.
Donc ça, c'est aussi un souci à la fois de justesse de l'estimation de l'indicateur et aussi du fait de négliger tous ces autres vivants qui sont importants aussi. Autre problème encore, on fixe un seuil qui est arbitraire. Alors, dans le cas de la biodiversité, j'ai parlé tout à l'heure de la vitesse d'extinction des espèces. Le seuil qui a été choisi, c'est 10 fois plus que le taux d'extinction basal, on va dire, des derniers millénaires. Pourquoi 10 c'est pas tout à fait clair, ça aurait pu être 5 ou 50 fois plus ou autre chose. Et je pense que c'est vrai aussi probablement pour d'autres secteurs de ce schéma. On choisit des seuils qui ne sont pas forcément, enfin, où les problèmes peuvent se manifester bien avant ou devenir beaucoup plus graves après. Donc ça, c'est pour dire qu'il ne faut pas forcément prendre ce schéma au pied de la lettre et se dire « oulala, on a encore franchi une limite ». Bon, certes, mais on avait déjà des problèmes avant. Et même dans la zone verte, il y a déjà des populations en particulier qui ont fait l'expérience de problèmes très très graves, même si on se situait encore largement dans la zone verte. Et dernière chose pour moi, c'est que faire cet état des lieux des limites qui sont franchies ou pas franchies, bon, ça peut servir d'indication générale de l'état de dégradation de notre planète, mais ça ne dit rien des causes. Et ça, c'est la faiblesse principale peut-être, parce que ça ne débouche en soi sur rien en tant que mesure politique ou autre pour essayer de limiter ces dégradations. Donc peut-être plutôt que donner un indicateur général de la dégradation de ces différents éléments, ça serait peut-être mieux d'avoir des données peut-être plus fragmentaires, mais qui débouchent sur quelque chose à faire. Par exemple, en termes d'érosion de la biodiversité, il y a un article qui est sorti la semaine dernière qui hiérarchise les causes de disparition des oiseaux en Europe. Donc c'est un secteur beaucoup plus réduit, mais qui établit très clairement, pour revenir sur ce que disait Marc tout à l'heure, que c'est l'agriculture intensive qui est la cause principale de cette dégradation. Et ça permet de savoir quoi faire, plutôt que simplement constater les dégâts. Qui continue? Je veux bien continuer pour renchérir dans ce que tu viens de dire, sur le fait aussi que cette représentation et la vision que l'on a dans les discours qui sont portés sur un certain nombre de ces limites, en gros, c'est une vision très linéaire. Donc on remplit ou on vide un certain nombre de réservoirs, et puis c'est progressif, et est-ce qu'on va atteindre la limite? Or, dans les mécanismes et les processus écologiques, c'est rarement des changements progressifs. Il y a souvent des points de bascule qui font qu'on passe d'un état plutôt satisfaisant, brusquement, à un état qui est insatisfaisant, qui est dégradé. Et ce changement-là, il peut être très brutal, très rapide, et dépendre de petits changements. Alors, il y a eu des accumulations, et puis à un moment donné, on change de statut. Et quelque part, ce schéma-là, il rend très mal compte de ça. C'est très difficile aussi à percevoir. Il y a des scientifiques qui s'y intéressent. C'est très difficile à comprendre et à étudier. Mais néanmoins, c'est bien quelque chose qui pèse sur les menaces qui sont devant nous. Est-ce que nous sommes en train de nous approcher d'un certain nombre de ces points de bascule? On en cite quelques-uns, par exemple, la déforestation de la forêt amazonienne. Un certain nombre de modèles nous disent, eh bien voilà, si on dépasse 20% de taux de déboisement du grand massif amazonien, on aura un point de bascule qui la fera passer à une végétation de type savane et qui modifiera négativement tout un ensemble de paramètres climatiques à l'échelle planétaire. On en est à 17%. Voilà. Bon, est-ce que le modèle est juste, pas juste? Est-ce qu'on tente l'expérience pour vérifier si la théorie était juste? Et ça, c'est une des limites. C'est aussi quelque part un peu un atout sur lequel on peut jouer quand même. Parce que ce qui manque là-dedans aussi, c'est la dimension spatiale d'un certain nombre de ces processus et de ces mécanismes à des échelles fines. Tu l'as indiqué, les dégradations de la biodiversité ou les impacts que ça, ils vont toucher plutôt localement. Et là, on sait aujourd'hui, par exemple avec l'agroécologie, que des petites modifications dans les paysages
peuvent avoir de petites surfaces, peuvent avoir des conséquences très grandes et très positives sur de très grands territoires. Planter des haies, entretenir, maintenir des haies, c'est une toute petite surface comparativement à l'ensemble cultivé, et ça change grandement, très positivement, l'état de la biodiversité, le stockage du carbone, la régulation de l'eau, tout un ensemble de mécanismes. Et donc il y a un rapport qui n'est pas proportionnel entre la surface de certains usages ou certaines pratiques et leurs conséquences sur le milieu. Et ça, c'est des leviers sur lesquels on peut jouer. Un point quand même, moi, je trouve très positif de cette représentation, c'est le mot planétaire. Et tu l'as dit, c'est quand même, voilà, on dit à un moment donné, les problèmes, ils sont planétaires. Et ça a été quand même un changement assez radical dans la conception des problèmes et de la façon dont les pays et les gouvernements et les citoyens abordaient les problèmes, qui étaient souvent encore, et ça reste encore trop, une vision, le problème dans mon pays, le problème dans ma région, le problème dans mon canton. On fait face collectivement, tous ensemble, à des problèmes planétaires. Et il faut tous agir, mais le niveau de nos actions individuelles ou d'un pays à un endroit donné ne dit pas grand-chose de la façon dont on échappera à ces problèmes tant que les autres, à l'échelle planétaire, n'auront pas agi. Et ça, ce terme planétaire, c'est peut-être le plus important, à mes yeux en tout cas, dans cette représentation et dans ce schéma-là. Et c'est un changement philosophique de la façon dont on a considéré un certain nombre de problèmes qui nous renvoie à des interdépendances très fortes entre tous les habitants de la planète. Je n'ai pas grand-chose à ajouter pour avancer. Parce que je suis assez d'accord avec les critiques et les limites là, qui ont été données. Peut-être juste un point qui est plutôt positif, par contre, qui n'a peut-être pas été assez souligné, c'est que l'intérêt de ces limites, quand même, avec tous leurs défauts, c'est qu'elles montrent bien qu'on a un problème systémique. Et que donc, même si on ne dit pas exactement quelles sont les causes, elles disent bien qu'on ne peut pas se contenter de dire on va avoir une politique pour régler le changement climatique et on sera dans un régime sûr. Parce qu'on peut bien voir que derrière le schéma là, la chute de la biodiversité, le niveau de pollution, la perturbation des cycles biogéochimiques ou la perturbation du cycle de l'eau, tout ça, même si on avait réglé le problème du changement climatique, ça continuerait à être des problèmes graves qui ne peuvent pas, qui devraient aussi être réglés. Donc on a besoin, ça dit bien, sans parler clairement ni des causes, ni de localement comment on peut faire ou comment on peut gérer, c'est pas du tout opérationnel. Mais en termes d'alerte, ça dit bien qu'on ne peut pas se concentrer juste sur un problème. C'était peut-être le cas il y a 50 ans, mais là, clairement, on voit qu'il y a d'autres choses qui sont critiques, on va dire. D'autres états des écosystèmes et des cycles planétaires qui sont perturbés grandement par les activités humaines. Juste voilà, deux derniers points. Il y a ici une dernière critique qui est faite, c'est le fait que cette représentation, cette façon de faire, certaines personnes la critiquent comme étant une espèce de tableau de bord avec des indicateurs et des seuils déterminés de façon très scientifique, experte, et que ça induirait une façon de gérer le problème de façon très aussi expertocrate, où seuls les experts pourraient décider d'appuyer sur le bon bouton, de baisser les bonnes mallettes pour faire baisser le secteur du orange vers le vert. Donc voilà, il y a une critique aussi sur qui va être capable de prendre en main ces problématiques qui sont représentées et comment est-ce qu'elles vont être gérées et par qui, et qui prend les décisions liées à ça. Un autre aspect, puisque ces limites, elles sont censées capter, on va dire, des conditions de vie favorable pour l'humanité. Elle passe sous silence tous les aspects, on va dire, de bien-être qui sont liés à l'organisation sociale, et pas uniquement à la température qu'il fait, l'accès à la nourriture et des points de... Donc il y a une tentative qui a été faite de prendre en compte, on va dire, ces aspects sociaux que je peux vous montrer, voilà. Et qui s'appelle le donut. En gros, c'est assez évident pourquoi. En gros, vous avez les limites planétaires, biogéophysiques autour, et à l'intérieur, il
ils ont essayé de définir, on va dire, des planchers sociaux. On a besoin d'un minimum de choses dans nos organisations sociales pour arriver à vivre décemment. Vous voyez par exemple paix, justice, santé, voie politique, équité sociale, égalité de genre. Voilà. Donc c'est-à-dire que là pour le coup ça part aussi du centre, mais tant qu'on n'a pas dépassé la première limite vert, on n'est pas bon en gros. Il faut arriver à un certain seuil, on va dire, de sécurité et de justice sociale pour considérer, en incluant toutes les limites biophysiques, qu'on est dans un espace de vie relativement sûr pour l'humanité. Voilà. Et alors ça fait la transition, puisque c'est Sébastien qui posera la dernière question, mais je trouve que c'est quand même bien qu'on passe du premier schéma à ce deuxième schéma où vous voyez que les SHS sont quand même fortement impliqués. Et donc on a tendance parfois à donner une importance cruciale à des chiffres, à des modélisations, etc. Et on voit très bien comment, dans ce modèle-là, il faut réintroduire les questions des choix sociotechniques, des choix politiques, des modèles dans lesquels on vit actuellement et se poser des questions qui vont aller au-delà de limites géophysiques. Et c'est sur ce point peut-être que Sébastien, tu peux maintenant revenir. Oui, peut-être revenir. Ah, c'est celui-là c'est la proximité des micros. Oui, revenir peut-être un peu à ce que Adeline, tu disais en introduction de cette conférence. Sinon, je prends l'autre. Pardon. Oui, revenir donc un peu à l'origine de cette conférence, c'est-à-dire finalement la rencontre entre un congrès plutôt d'histoire, de préhistoire, d'archéologie, et puis donc la Técopole, qui est cet atelier d'écologie politique qui réunit de nombreuses chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants et autres de la communauté universitaire de Toulouse et de sa région. On le voit bien dans le premier schéma qui était le précédent, qu'il y a déjà une forte interdisciplinarité qui se joue pour arriver à ce genre de schématisation, et on voit bien qu'on peut les complexifier presque à l'infini si on y rajoute effectivement des éléments venus des sciences humaines et sociales. Et donc oui, un peu le dernier volet de cette réflexion collective, avant de vous donner la parole et de la prolonger par vos questions, c'est de réfléchir justement à ce que l'interscience, au sens le plus large du terme, c'est-à-dire entre les sciences humaines et sociales, et puis les sciences de la terre et du vivant, peuvent apporter à ces schémas pour comprendre finalement, peut-être plus profondément encore, quels sont les enjeux auxquels nous confrontent ces limites planétaires, dont on voit bien qu'elles sont déjà en grande partie dépassées, parce que c'est peut-être aussi là la clé de la réflexion pour savoir comment finalement il conviendrait d'agir au mieux face à ces situations de crise ou de catastrophe à venir, c'est-à-dire dépasser un peu la perspective du catastrophisme pour essayer aussi de réfléchir à des solutions, et probablement que là, les réflexions dans une dynamique d'interscience, d'interdisciplinarité, qui se jouent déjà à l'échelle locale de la Técopole peuvent être la clé. Donc voilà, l'idée c'est de vous repasser une dernière fois à toutes et tous la parole pour réfléchir à ce que l'interscience pourrait apporter à partir de la discipline qui est la vôtre, hein, à ces réflexions collectives sur les limites planétaires et la quête de solutions à venir, quoi. Qui veut se lancer? Alors, c'est ambitieux, hein, évidemment, mais... Je vois comment commencer. Alors, peut-être ça inspirera peut-être les autres. On peut partir peut-être de... Où est-ce que c'est? De ce graphique-là. On l'a un tout petit peu mentionné tout à l'heure, et comme ça permet de montrer un graphique qui est à la fois basé d'un collègue qui est plutôt géologue à la base, mais qui s'est mis à faire du travail interdisciplinaire. Donc bon, les courbes, c'est assez simple, ça montre
la production en fait annuelle donc l'extraction puis la production de différents métaux, puis le ciment en violet, puis vous avez voilà, l'acier en vert, et puis là le cuivre, le zinc, l'aluminium. Bon, et ce qu'on voit dans chaque courbe, c'est qu'il y a une augmentation exponentielle, hein, donc de plus en plus rapide. On est toujours en train d'extraire et de produire plus de ces métaux. Et donc, en fait, ces courbes, c'est deux choses à la fois. D'un côté, c'est des courbes géologiques, c'est-à-dire on dit si on veut extraire tant de cuivre l'année prochaine pour continuer la courbe en pointillé, c'est combien de mines, c'est dans quel secteur, quelles sont les concentrations en métaux, et éventuellement quelle technologie on a besoin, de quelle technologie on va avoir besoin pour les extraire. Et puis d'un autre côté, ces courbes-là, en fait, elles ne le disent pas directement, mais c'est immédiatement une utilisation, c'est une consommation, c'est voilà, combien de voitures on construit, quelles tonnes elles font, combien de batteries au lithium on veut déployer pour telle ou telle technologie. Et notamment, donc là, c'est pas très illustré, mais ce collègue, il a beaucoup travaillé aussi sur comment sont couplés les modèles à la fois économiques, technologiques, et d'extractivisme, on va dire, pour discuter si on a tel taux de croissance et si on a telle demande en technologie, ou si on veut construire telles infrastructures, ou si on dit qu'on va développer des voitures qui font 2 tonnes, il va falloir combien de métal pour prolonger en fait ces courbes et pour voir en combien de temps on a besoin d'extraire les métaux. C'est une question importante, par exemple, parce qu'on ne les extrait pas en claquement de doigts, il faut quand même construire des mines, c'est des grosses infrastructures. Et puis, à quel prix, et à quel prix éventuellement économique, à quel prix écologique. Donc là, on voit qu'avec ce type de travail, on rentre clairement dans des questionnements très interdisciplinaires. Et ça a aussi des implications très interdisciplinaires si on se pose la question plutôt pas du problème. Donc le problème, c'est qu'on a une croissance exponentielle, donc c'est difficile à tenir et ça nous fait dépasser les limites planétaires. Mais si on parle des solutions, on peut aussi le renverser en se disant on sait qu'on a telle quantité de minerais de différents types disponibles dans des mines, éventuellement dans des villes, si on se dit qu'on va recycler, déconstruire, démanteler et réutiliser certaines infrastructures. Et puis par contre, on a des choix technologiques devant nous et des choix sociaux, organisationnels. C'est-à-dire, on peut se dire, on va construire, on va rénover on va remplacer toutes les voitures thermiques en Europe par des voitures électriques. Donc ça veut dire qu'il faut construire des millions de voitures et des millions de batteries. Et si les voitures font 2 tonnes, ça sera des très grosses batteries avec une certaine quantité de lithium, ce qui pose tout un tas de questions. Si par contre on se dit non, on va réduire la taille des voitures, on va surtout limiter les batteries à des transports en commun, on va développer le vélo électrique. Et donc ça pose aussi des questions d'usage, d'organisation, comment on réduit les distances entre le domicile et le travail, comment on densifie les réseaux de transports en commun, etc. Et là, ça donne des solutions totalement différentes sur un scénario qui cherche à extraire les métaux, à les distribuer et à organiser la société à partir de ces contraintes géologiques. Voilà, donc c'est un exemple pour la géologie. Je veux bien réagir, peut-être d'un point de vue d'ailleurs assez personnel, qui est que je ne suis pas certain que ce soit l'interscience qui soit si importante que ça. Il en faut, l'interdisciplinarité, croiser nos regards, très bien, mais on sait déjà quand même beaucoup de choses. Et ce qu'il nous faut, c'est agir, et on se demande vraiment pourquoi on n'agit pas. Et donc, moi, à un moment donné, dans mon travail sur la biodiversité, je simplifie un petit peu, mais je me suis dit, j'en ai marre de faire l'autopsie de la biodiversité. On compte les oiseaux depuis 30 ans, on voit que ça décroît. Je peux rajouter une courbe de plus, et je peux le faire avec des collègues sociologues et d'autres, mais quoi de plus? Alors, il en faut, parce que ces chiffres-là, ils aident à porter le discours, mais quelque part, ce n'est pas suffisant. Et en tout cas, pour ma part, je me suis dit, c'est aussi dans l'interaction avec le reste de la société, donc cette transdisciplinarité, aller rencontrer, discuter, partager les enjeux des différentes composantes de la société, expliquer, c'est ce qu'on est en train de faire ce soir, au lieu d'être sur une terrasse au soleil, tranquillement en train de siroter quelque chose d'agréable, c'est de venir là pour pouvoir porter ça, pour que ce soit saisi par d'autres. Et enfin, peut-être que la dimension qui, pour moi, manque aussi, et on en a dit à quelques mots dans ces approches, c'est la dimension politique. C'est que tout le monde n'est pas embêté par ces dépassements sur Terre. Non, il y a des forces organisées qui les assument,
qui les acceptent, qui en tirent un certain nombre de bénéfices. Il y a des opposants et des points de vue différents. Il y a une dimension, je pense, politique qui est complexe. Il n'y a pas les bons et les méchants d'un côté, on serait dans les bons et il y aurait les méchants de l'autre, et il serait facile à identifier. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Nous sommes tous les uns et les autres très riches et nous faisons partie sacrément de ce problème-là. Donc, du point de vue de quelqu'un du Pakistan, d'Inde ou d'Afrique, on fait partie du problème plus que des solutions. Mais néanmoins, il y a quand même une dimension, je trouve, politique, d'une forme de combat, d'affrontement, qu'il faut assumer. En tout cas, moi, j'ai décidé d'assumer, et qui doit aussi nous questionner dans nos démarches scientifiques, parce qu'il y a des démarches, des actions qui sont conduites dans ce qu'on appelle la fabrique de l'ignorance. Vous avez entendu parler de ça. Et une des façons de conduire à l'inaction, pour lesquelles nous, scientifiques, nous sommes assez facilement piégés, c'est vous ne pourriez pas être un petit peu plus précis ? Il nous faudrait un petit peu des chiffres supplémentaires. Et vous ne croyez pas que votre schéma, là, vos limites, c'est peut-être un petit peu trop simple, il faudrait peut-être en rajouter, et puis peut-être que... Bon, écoutez, tant que vous n'avez pas fini votre étude, on ne va rien changer. Et ça, c'est un problème et une question, je trouve, difficile pour la science, sur laquelle on est confronté. On a besoin de données, on a besoin de connaissances supplémentaires, et en même temps, à quel moment on sait s'arrêter pour dire « non mais on en sait assez ». L'exemple typique, c'est sur les oiseaux avec les pesticides. Ça fait 30 ans que les écologues disent « il y a un problème avec les pesticides ». Oui, mais bon, non, mais il faudrait peut-être une étude supplémentaire. Là, à un moment donné, on sort un rapport à l'échelle européenne, conduit par les meilleurs spécialistes, les meilleurs jeux de données, ce que l'on peut faire de mieux, qui disent « oui, il y a un problème avec les pesticides et la biodiversité ». Oui, mais encore, qu'est-ce qui va se passer derrière ? On voit bien pour l'instant que ce n'est pas suffisant. Et en tout cas, ma participation, mon implication aujourd'hui dans la Técopole, ici, eh bien, c'est d'essayer de porter ce combat-là. Je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, Marc. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Sur le dernier point, en fait, je pense que c'est aussi la communauté scientifique qui s'enferme dans cette logique de produire toujours plus. Ce n'est pas un ordre ou une injonction qui nous vient de l'extérieur. C'est aussi un discours qui est très fortement approprié par les scientifiques, sans doute en partie pour justifier leur propre existence, tout simplement, et aussi parce que de nombreux scientifiques croient qu'il faut davantage de connaissances pour pouvoir un jour faire quelque chose. Un jour, ce sera toujours demain. Ce jour n'arrivera jamais tant qu'on continuera à penser comme ça, mais bon, c'est quand même ça le discours dominant, au moins en sciences expérimentales, ou dans mon domaine, si je peux parler que de ça. Et un autre point que je voulais aborder en réponse aussi à ce que tu as dit un petit peu plus tôt, c'est le tabou de l'investissement du champ politique par des scientifiques en sciences expérimentales, qui est aussi un tabou qu'on s'impose nous-mêmes et qui reflète aussi une sorte d'ignorance du fait que tout ce qu'on fait scientifiquement est déjà dans le champ politique. Et plus on se pense neutre et plus en fait on est déjà dans une position qui consiste à maintenir les choses telles qu'elles sont. Dans mon domaine, par exemple, ça va être de rester dans une approche purement technique et gestionnaire. Toutes les semaines, je lis des articles où on dit qu'il faut absolument augmenter les rendements agricoles pour nourrir la population qui y croit, sans se poser davantage de questions sur est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ça, qu'est-ce que ça implique de le faire. Donc il y a aussi ce tabou à lever de dire tout ce qu'on fait, quels que soient les choix qu'on fait en tant que scientifique, ont des répercussions dans le reste de la société. Donc il faut assumer ces choix, être conscient que ne pas choisir, c'est déjà choisir, et réfléchir en fonction de ça, en profitant de tout ce que nos collègues dans d'autres sciences peuvent nous apporter, et sans quoi, en fait, on ne peut pas comprendre la complexité de ce qui se passe, comme on a vu tout à l'heure avec l'exemple du donut, par exemple.
il y a tellement de considérations à prendre en compte que, évidemment, c'est hors de portée d'une discipline scientifique, quelle qu'elle soit. Pour réagir un peu à tout ça, c'est plutôt un exemple très personnel en fait, qui synthétise un peu tout ce que vous avez dit. Quand j'ai rejoint la Teco, alors moi je viens de l'astrophysique, donc en termes de déconnexion par rapport aux problématiques terrestres, c'est assez fort. Et donc quand on atterrit de très très haut, et on a besoin, moi j'ai eu besoin vraiment d'interagir, et j'ai vraiment trouvé dans la Técopole un peu tout ce que vous avez raconté, à la fois le côté interscience, ce qui m'a juste ouvert les yeux sur plein d'autres façons de voir, et d'avoir une vision beaucoup plus large, beaucoup plus systémique, de comprendre des enjeux auxquels j'étais passé complètement à côté, à la fois réaliser à quel point on n'est pas neutre, et assumer un engagement politique, et le porter dans l'espace public, parce qu'on pense que voilà, c'est juste. Ça ne veut pas dire que on va trafiquer nos résultats scientifiques pour aller dans un sens particulier, hein. C'est une question d'intégrité, c'est ça. Mais voilà, assumer cette position, voilà, nous ne sommes pas neutres, et c'est ce que j'ai pu trouver, donc, et aussi des moyens d'agir collectivement dans ce collectif. Du coup, à force de parler, de discuter, d'échanger, on a commencé à pouvoir mettre un peu en application tout ce qu'on disait. Donc c'est la force de fait d'être ensemble aussi qui a permis d'agir, plutôt qu'être chacun dans son coin à se désespérer sur l'état du monde. Donc voilà, c'était juste rien de transcendant à dire, juste un témoignage personnel on se demandait quoi faire, qu'est-ce que je peux faire. Moi, mon échappatoire, ça a été ça, trouver un moyen de me regrouper avec d'autres personnes, bien sûr par affinité, mais et qui m'a permis d'avancer, de trouver un moyen d'agir à ma portée, quoi. Voilà. Merci. Donc, vous voyez, on a essayé de vous montrer, de partir de quelque chose qui est ce modèle des limites planétaires, et vous voyez où on en arrive. On en arrive aux politiques. Politique qui, je le rappelle, n'est pas un gros mot, puisque, voilà, travaillant sur l'histoire grecque, c'est quand même l'implication dans la cité, dans la police. Et donc, on peut être plutôt content que les scientifiques ne soient pas hors de la cité, mais ils interviennent, et aussi arrivent à sortir de leur propre champ disciplinaire et des œillères pour pouvoir penser les problèmes globaux et essayer collectivement d'y apporter des réponses. Et si ça, c'est faire de la politique, je pense que c'est important que tout le monde s'en empare effectivement. Donc c'est le temps maintenant des questions de la salle, et donc je ne sais pas si c'est Emmanuel ou Sébastien qui va faire circuler le micro, et vous pouvez poser des questions ou faire des remarques, ajouter des compléments, évidemment. Il nous reste une vingtaine de minutes, enfin une grosse vingtaine de minutes, donc on a le temps. Bonjour à tous, merci de vos exposés, c'était très intéressant. Moi j'avais une question par rapport justement à ces limites planétaires, et qu'est-ce qui se passe si on les dépasse. Je crois que on parle de l'habitabilité de la Terre par les hommes, et que c'est encore une vision anthropocentrée du problème, ces limites-là. Et est-ce qu'en restant dans une vision anthropocentrée, on peut réussir à faire quelque chose ? On peut quand même rappeler que plusieurs limites sont pas si corrélées. Par exemple, si on prend, il y a une des limites qui est l'acidification des océans. On pourrait imaginer un monde où les humains survivent relativement bien à un océan qui est très, j'exagère peut-être un petit peu, les biologistes vont me taper dessus, mais qui est beaucoup plus acide. Par contre, ça va être catastrophique pour toutes les populations de plancton. Évidemment, la pêche, par contre, c'est fini, il ne faut plus être pêcheur. Mais bon, si vous vous basez plutôt sur l'agriculture et les écosystèmes d'eau douce et terrestres, ça va mettre longtemps avant que l'acidification des océans soit vraiment un gros problème pour les humains. On peut l'imaginer comme ça. Donc, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'environnement sûr pour les humains, mais en fait c'est aussi les écosystèmes qui sont autour des humains et qui
la plupart permettent la vie des humains. Donc c'est anthropocentré pour le seuil en lui-même, mais ça ne veut pas dire que franchir les limites, ça n'a que des conséquences pour les humains. Au contraire, en fait. Il y aura d'abord des très grosses conséquences sur tous les écosystèmes. Et ensuite, en cascade, des conséquences pour les sociétés humaines. Oui, juste pour revenir sur la première partie de la question, qu'est-ce qui se passe quand on dépasse les limites? On peut le savoir aujourd'hui, puisqu'on en a déjà dépassé plusieurs. C'est le problème lié à ces seuils un peu arbitraires, en fait. La définition, c'est le moment à partir duquel on n'est plus en zone sûre. Bon, c'est quand même assez vague, quoi. Donc, pour l'instant, il s'est passé des choses pour certaines personnes absolument catastrophiques, pour d'autres, pas du tout. Donc là, on ne parle pas d'habitabilité de la planète à court terme. Hein. Ce n'est pas ça que renvoient les seuils, en tout cas. Voilà. Les seuils nous renvoient vers le risque d'aller vers l'inhabitabilité, plutôt. Moi, je vais réagir du coup, parce que je me posais la question par rapport à la notion d'humanité et d'homme, et bon, on l'a abordé un petit peu, ça n'a pas des effets sur toutes les humanités, etc. Mais là, comme on vient de parler des océans, de la pêche, etc., je disais aussi que cette notion d'habitabilité, elle est liée à des modes de vie, des modes d'organisation qui sont extrêmement divers sur la planète, dans l'histoire, mais aussi évidemment dans l'espace, et qu'en fait, même s'il y a une homogénéisation des modes de vie, des modes de se nourrir, etc., d'une certaine manière avec l'industrialisation, etc., tous ces problèmes à l'échelle planétaire, elles ont des effets différenciés et on va avoir un impact différencié aussi suivant les modes d'organisation des sociétés. Et donc on va aussi avoir un amoindrissement des types de modes de vie qui vont être possibles sur cette planète. Avec peut-être aussi des adaptations inventives, puisqu'on a entendu aussi hier que Sapiens était une espèce adaptable et inventive, mais c'est peut-être un peu problématique aussi. Voilà, c'était juste ma réaction. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, je vais revenir à la première question qui vient d'être posée. C'est la question de est-ce qu'il y a manipulation politique de ces limites? Parce qu'on parlait des 20% de forêt amazonienne. Moi, la chose que j'entends, c'est bon, on peut aller jusqu'à 19%. Tranquillement, on va éviter le dernier pourcent. Donc, est-ce que ces limites, elles ont été manipulées et est-ce qu'elles peuvent l'être dans le futur? Oui, la réponse est oui. Oui, c'est un peu le danger de ces indicateurs. Effectivement, c'est bien que vous avez mis un indicateur. Ah, mais on est encore en dessous. Ah, mais c'est très bien, ça va. Donc, continuez. Oui, non, mais on vous explique que quand ça monte, non, mais on est quand même en dessous, donc tout va bien. Voilà, donc, effectivement, il y a un peu ce risque-là avec ce type d'indicateur. C'est à nous de montrer et d'expliquer que chaque petit avancé dans le orange, là, c'est une dégradation. Et qui nous rapproche peut-être d'un point de bascule qui va conduire à des dégradations sans commune mesure avec ce qu'on a connu par le passé. Ce n'est pas juste, bon, ça se dégrade un petit peu plus et puis ça sera toujours pareil. Voilà. Mais effectivement, beaucoup des décisions politiques sont construites dans cette vision, on en est où? Bon, ça va. Et puis d'une vision très linéaire du changement. Non, c'était à peu près la même chose. En fait, c'est toujours le problème de ces seuils, de ces limites uniques qui masquent complètement l'aspect progressif de plein de choses. Et donc, c'est toujours la problématique de se dire, voilà, on a cette limite-là, donc forcément, à l'intérieur, on est dans un espace complètement sûr, et juste après, on est dans un espace complètement insécure. Donc, alors que des choses sont, à part des changements abrupts et brutaux, il peut y avoir des choses comme ça, mais il y a énormément de choses, de processus qui sont progressifs, et on n'arrive pas du tout à capter cette progressivité avec ce genre de seuil unique comme ça, quoi. Je suis plutôt pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit parce que justement j'ai plutôt l'impression que c'est beaucoup plus facile d'instrumentaliser des seuils ou des considérations locales pour dire regardez localement on est bon, on n'a pas encore trop de symptômes, on gère notre eau ici alors que
Bon, vous avez vu le graphique, en fait, finalement, on est en train déjà de dire que sur une dizaine de limites, il y en a plus de la moitié qui sont très oranges, c'est-à-dire qui sont largement dépassées. Il n'y a pas de débat chez les scientifiques, et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de politiques qui s'en soient servis. En fait, on en entend très peu parler de ces limites planétaires. Au contraire, c'est beaucoup plus pratique de dire on ne va parler que du climat ou que de, je ne sais pas, l'eau localement. Regardez, on a fait une méga-bassine, donc c'est bon, on est paré, et on ne va pas parler des autres choses. J'utilise le terme méga-bassine ironiquement, bien sûr. Après, par contre, ce qui est vraiment vrai, c'est ça, c'est que quand on est déjà dans le orange, il n'y a pas un effondrement immédiat. Donc les politiciens pourront toujours nous dire « mais vous êtes sûr de votre limite ?» ou alors « c'est quoi les vraies conséquences ?» Voilà, c'est quelque chose qui est intégré planétairement et de long terme. Après, quand même, un point, certaines limites planétaires, c'est pas vrai de toutes, elles comparent en fait un flux ou une activité annuelle avec une activité humaine annuelle. Donc on voit bien que si on dépasse, on sait que sur le long terme, ça va faire des problèmes. Après, il y a des questions de stock et autres, voilà. Mais par exemple, pour l'eau, on peut se dire, si on en utilise plus que ce qui est capable de se régénérer, on sait que c'est un problème. Combien de temps et quelles vont être les conséquences du problème, ça, vous avez compris que c'est plus compliqué. Voilà. Mais après, effectivement, tout est manipulable. Voilà, un homme politique astucieux pourra toujours chercher une façon ou une autre de se défausser ou de discuter ça. Après, c'est aux scientifiques aussi, effectivement, d'essayer, aux scientifiques et plus généralement à la société en général, d'essayer d'avoir une résilience par rapport à ces manipulations, c'est-à-dire un niveau d'information, de clarification, et éventuellement des systèmes qui empêchent cette désinformation. On en a parlé tout à l'heure, les marchands de doute, c'est plutôt des industriels que des politiques qui vont en fait chercher à produire d'autres types de données qui vont dire non, regardez, la biodiversité ne s'effondre pas si vite. Non, regardez, les pesticides ne tuent pas tant d'oiseaux que ça. J'ai essayé ici, j'ai mis un pesticide sur un oiseau déjà empaillé, il n'est pas mort, c'est bon. Une fois que ça s'est publié et que ça va être repris, diffusé dans des journaux, dans des médias, etc., c'est plutôt ce genre de problème qui me semble inquiétant. Je voulais rebondir par rapport à ça. C'est vrai que moi, vous l'avez un peu critiqué, ce modèle, mais je trouve qu'il est vraiment parlant. Et pour des non-scientifiques, pour des personnes qui sont moins comme vous, dans ces spécialités ou à fond là-dedans, je trouve que ce modèle, il est vraiment hyper parlant. Et en faisant l'introduction de ce colloque, donc pourtant je m'intéresse à l'écologie et voilà, j'avais pas lu ça, et c'est en préparant le congrès que j'ai lu Rockström, que j'ai lu ces limites planétaires, et je me dis c'est important ça de vraiment le porter à la connaissance du public, parce que même si vous l'avez dit, c'est peut-être trop simpliste, mais ça parle, vraiment ça parle. Et voilà. Et merci, parce que il faut des gens comme vous. Bravo. Je veux juste réagir là-dessus. C'est justement ce dont on discutait. L'idée là ici, c'était de vous présenter ça, et également d'aller un peu au-delà pour montrer aussi que il y a certaines limitations à ça, mais c'est tout à fait vrai. On utilise très souvent en fait ce diagramme dans des communications publiques parce qu'il y a ce côté où on arrive à saisir en une seule fois tout un ensemble de problématiques et qui permet de sortir, je dis au début, du côté très climato-centré. Et donc il y a une vertu très pédagogique à ce genre de représentation, et qui est très très utile dans plein de situations. Donc on ne veut pas le jeter à la poubelle, il y a plein de vertus, et notamment celle d'être relativement parlant immédiatement. Ouais. Oui, et je pense que c'est vraiment un premier outil pour rentrer dedans. Mais après, quand on se penche un peu davantage, on en saisit les limites. Et surtout sur ce qu'on a dit sur la question des causes, aussi sur la question de ces... Ça essaie de quantifier, mais on n'est plus dans le qualitatif, et on en parlait quand on préparait cette rencontre. Enfin, Marc évoquait la question de la souffrance aussi des gens qui vivent certaines des conséquences de ces situations-là. Et tout ça, en fait, c'est un peu objectivé par le biais de ce schéma. Et donc, on voit à quel point il faut ensuite aller au-delà et pour poser les bonnes questions et ensuite passer à cette question de l'action. Et je voulais aussi revenir sur ce que tu disais, Marc, parce que ça peut avoir tendance à décourager quand tu as insisté sur le planétaire. C'est planétaire, donc il faut un changement. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, parce qu'on se dit de toute façon c'est planétaire, donc moi ou mon pays, il ne peut rien y faire. Au contraire, je veux dire, si tout le monde fait ça, c'est une catastrophe. Donc ça devrait être l'occasion collectivement de se dire, tout le monde justement doit faire quelque chose. Et ça devrait être plutôt un levier d'action qu'un facteur qui fait de dire, tant pis, je ne change rien à rien, parce que de toute façon, ça ne dépend plus de moi. Juste un dernier petit mot. De toute façon, chercher à capter en une seule représentation
la totalité de la complexité à la fois globale, locale, les interdépendances entre tout le vivant, les cycles biogéochimiques et la totalité des sociétés humaines, et c'est juste impossible. Donc forcément, on va avoir une représentation qui va avoir des biais, qui va être limitée, etc. Et donc on va l'utiliser dans une optique particulière pour démontrer quelque chose, ou dans le cas d'une communication, ou pour... voilà. Mais effectivement, on cherche à essayer des fois de tout capter dans un seul truc synthétique, simple, accessible, et en fait on n'y arrive pas, on n'y arrivera pas, quoi. Oui, c'était juste pour... je souscris, effectivement, je ne devrais pas avoir donné cette impression, mais c'est cette idée que nous véhicule nos gouvernements, hein, en gros, puisqu'on va agir pour le climat, si on prend le climat dans notre pays, eh bien, vous allez être protégés, puisqu'on va avoir agi dans notre pays pour réguler le climat. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Il faut agir, bien sûr, il faut agir à tous les niveaux, mais ça ne nous protège pas plus. Et moi, un des éléments qui m'a choqué le plus à la COP en Écosse, non, je ne sais plus où c'était, c'est que quand même, les pays les plus riches du monde ne sont pas arrivés à faire l'action qui était la plus simple de toutes celles qu'ils avaient à faire, donner 100 milliards aux pays les plus pauvres pour engager des transitions qui évitent qu'ils partent dans des actions délétères pour le climat. Même ça, cette petite action qui est d'une simplicité désarmante, ça ne change rien à nos modes de vie, rien à notre structure, ni à notre... Même ça n'a pas été fait. Et pour moi, ça traduit bien le fait que, du point de vue de nos gouvernements, ils n'ont pas encore intégré la dimension planétaire des problématiques. Et que ça ne se traitera et ça ne se résoudra et ne s'abordera, si on peut le résoudre, je ne pense pas qu'on puisse résoudre grand-chose, mais l'affronter que collectivement. Et que ça nous renvoie à des solidarités à des échelles locales, à des échelles plus larges et à des échelles internationales. Le devenir de nos sociétés, de nos enfants, ils dépendent de ce que feront les Pakistanais, les Indiens, les Américains, les Africains, et ce qui deviendra de leur société dépend de ce que nous ferons, de ce que nous mettons dans nos assiettes, dans notre voiture. Voilà. Et ça, je trouve qu'on devrait le marteler un peu plus fort, me semble-t-il. Oui, bonsoir. Je me posais la question, comment vous articulez le résultat de vos recherches, tout ce que vous faites dans votre laboratoire, auprès justement des instances politiques et des industriels? Comment concrètement, en fait, ce que vous faites sort de votre laboratoire et engage des actions concrètes? Je parle pour moi et Michael, je pense. Je pense que je peux prendre les divers articles que j'ai publiés dans ma carrière et qui, à part dans la communauté dans laquelle je travaille, n'ont absolument aucun impact sur la société. On peut toujours se dire, et je pouvais le dire peut-être dans certains autres projets avant d'être recruté, maintenant c'est plus trop la peine, oui, mais quand même, il y a bien un ingénieur dans 10 ans qui lira ce papier, qui se dira « Ah, c'est super, comme ça je vais pouvoir faire un truc utile ». Bon, mais en vrai, c'est pas vrai pour tous les champs, mais dans un certain nombre de cas, ce que fait la science, ça n'a pas des effets, en tout cas il n'y a pas des effets directs et immédiats, donc on ne parle pas aux politiques. Par contre, on peut choisir de réorienter éventuellement ses recherches, de réorienter sa façon de travailler, c'est ce qu'on a fait. Peut-être pour les personnes de l'autre côté de la table, c'était déjà un petit peu plus appliqué. Quand on travaille sur les pesticides, on peut se dire quand même, il y a un lien un peu plus rapide vers la société. Quand on travaille sur l'évolution des chaînes de montagne ou sur, je ne sais pas, des trous noirs distantes, les politiques, ça ne les intéresse pas beaucoup. Par contre, on peut se dire, on a quand même des compétences qu'on peut mettre au service d'un engagement sur des problématiques plus concrètes, voilà, problématiques de la question des limites planétaires, de la question des liens entre les sociétés humaines et l'environnement géologique, biologique, etc. Et donc là, on peut s'engager, c'est comme ce qui a été dit dans la table ronde, ça impose de critiquer la neutralité, ça impose de critiquer les structures propres au monde de la recherche qui disent, bon ben voilà, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est chercheur? Eh ben, il faut choisir un petit problème, parce qu'on a nos petits bras et peut-être un thésard, un postdoc, une machine. Donc on ne va pas résoudre tous les problèmes de l'univers, c'est fini, on n'est plus au XVIe siècle ou je ne sais quoi. Donc on va projeter un tout petit problème très spécialisé et on va écrire des papiers tous les ans, tous les 2 ans dessus
qui intéresseront 10, 20, 30, 100 autres personnes. Et collectivement, ça fait un ensemble de connaissances qui devraient servir l'humanité. Et là, en fait, on se rend compte qu'en tout cas, dans une situation d'urgence, ça ne va pas marcher comme ça. Et donc, il y a vraiment la question de choisir qu'est-ce qui sont des problèmes qui sont peut-être plus urgents, quels endroits sur lesquels on a assez de connaissances. Le problème, c'est de les diffuser, c'est de les faire comprendre, c'est de dénoncer quand on a des industriels ou des politiques qui mentent consciemment ou inconsciemment, mais en général, on va dire consciemment, sur ces questions-là. Voilà, donc là, c'est une autre forme de travail. Il peut vous raconter ce qu'il je te laisse continuer, Michael, mais je pense que parmi vous à cette table, vous avez des exemples de choses très concrètes que vous avez faites. Donc, si vous voulez aussi en parler de l'écriture de tribune à d'autres manifestations, oui. Je pense j'ai l'impression qu'il y a de la curiosité par rapport à ça. Oui, ben c'est ça, c'est exactement le prolongement de ce que vient de dire Audin. En fait, ça se manifeste après par l'écriture de tribunes, par exemple, d'interpellations dans des conférences publiques de gens qu'on pense qui racontent n'importe quoi. Ça va jusqu'à des actions aussi publiques qui peuvent aller jusqu'à de la désobéissance civile aussi. Hein. Bon, bien sûr, c'est en notre nom propre, hein, pas au nom de la Técopole, ou bien sûr, on le fait parce que c'est un engagement personnel, en mettant au service des fois de certaines actions des analyses scientifiques pour justifier le pourquoi on est obligé d'en arriver là. Donc ça se fait sur des bases de travaux de recherche chiffrés, sourcés, des analyses interdisciplinaires sur lesquelles on travaille, et donc ça prend la forme de texte et de communication publique dans ces actions-là. Donc voilà, on essaie de le faire par tous les biais possibles en utilisant aussi un fondement, on va dire, scientifique lié à toutes nos analyses, toutes nos discussions, et de mettre, comme le disait Audin, nos compétences des fois. Alors moi je suis astrophysicien, mais à la base je suis physicien. Donc j'ai utilisé un peu mes compétences de physicien pour des analyses, par exemple, pour essayer d'estimer quelle quantité de panneaux photovoltaïques ou d'éoliennes on aurait besoin pour faire voler les avions de Charles de Gaulle s'ils tournaient tous à l'hydrogène. On arrive à des chiffres complètement aberrants, c'est juste pas possible en fait. Donc il faut aussi des fois poser ça sur la place publique et puis le crier haut et fort pour contrecarrer des discours n'importe quoi qui tournent. Bon voilà, on fait avec les moyens qu'on a, quoi. Non, c'était juste pour reformuler la chose en plus court. En fait, on part de notre posture de scientifique et de nos compétences de scientifique. Et là où ça devient intéressant, c'est pas quand on reste là-dedans, puisque, comme Audin l'a expliqué, ça n'a pas de sortie concrète très rapidement. Ça devient intéressant quand on en sort, justement, quand on allie les deux, nos compétences, et surtout les compétences des autres, et qu'on sort des labos pour essayer de traduire toute notre conscience de la crise environnementale en action, la nôtre et celle des autres, si on peut. Peut-être aussi pour compléter, il y a aussi des actions de formation qui sont conduites et organisées au sein de la Técopole en direction de différents publics. Alors, il y a tout le volet pour celles et ceux d'entre nous qui sont enseignantes-chercheurs, où il y a cette dimension-là qui est présente de plus en plus dans nos enseignements pour les publics étudiants et jeunes qu'on essaye soit de faire figurer dans nos cours, soit carrément au niveau des maquettes, et il y a même des impulsions un peu plus haut, et donc la Técopole est très présente, mais aussi des formations auxquelles moi j'ai pas participé, mais je sais pas, peut-être certains d'entre vous, auprès des agents publics par exemple, ou de certaines organisations, pour aider justement ces graphiques dont on parlait, qui sont parlants et dont les gens n'ont pas forcément conscience, qui sont directement en action dans des chambres d'agriculture, non, peut-être pas des chambres d'agriculture, mais je vous donnerai des exemples, mais en tout cas, voilà, des actions de formation où la Técopole, dans son collectif interdisciplinaire, apporte ces enjeux-là, non seulement donc géologiques, planétologiques, etc., mais aussi cette dimension de sciences humaines et sociales qui s'exerce en fait comme interdisciplinarité, intersciences, mais dans le cadre de formation. Donc je ne sais pas si vous voulez compléter. Il y a d'autres questions? Moi, je peux peut-être réagir un tout petit peu et faire de la publicité pour une action auquel la Técopole a participé avec Sciences Citoyennes et Ingénieurs sans frontières, qui a été d'imaginer ce que pourrait être une programmation de la recherche pour l'Europe, qui soit un peu un contre-pied à ce qui est proposé actuellement, qui est solution très technologique. Alors pour l'Europe, ça s'appelle Horizon Europe, nous on a appelé ça horizontaire.
Et parmi les propositions que l'on met en avant, eh bien, c'est qu'une partie des orientations de la recherche puisse être décidée par des conventions citoyennes. Voilà, une partie significative des budgets. Aujourd'hui, on assiste à un peu un déni de démocratie sur les orientations de la recherche. C'est passé un petit peu sous les radars, mais il y a l'amendement le plus cher de toute la Ve République qui est passé il y a quelques... le plus rapide de tout, en 20 minutes, ça a été discuté à l'Assemblée nationale pour plus de 50 milliards de crédits pour la recherche, dans des grands programmes qui ont été décidés comme ça par on ne sait pas très bien qui, on ne sait pas très bien pourquoi. Alors avec des choses dont on peut se féliciter, d'autres comme l'édition du génome, dont on se dit mais qu'est-ce que ça vient faire là dans ces orientations. Nous pensons, et la Técopole y a participé, que les orientations de la recherche, la façon dont la recherche interagit avec le reste de la société, la question que vous posez, c'est du ressort des scientifiques, mais c'est du ressort aussi de la société qui doit venir re-questionner les élus, qui doit re-questionner les différents acteurs de la société pour dire mais qu'est-ce que vous faites de ce que vous disent les chercheurs? Voilà. Donc n'hésitez pas. Horizon Terre, vous trouverez ça sur Internet et vous trouverez nos idées où il est question de plus de bonheur que de biotechnologie. Et donc il y a pas mal des actions de la Técopole qui sont relayées sur le site de la Técopole, donc vous pouvez aller voir. Juste une dernière chose, on parle aussi du monde de la recherche envers l'extérieur, etc. Mais il y a aussi énormément de choses qu'on fait au sein de la Técopole, c'est questionner, un peu comme tu l'as déjà dit Marc, la façon dont on fait la recherche et puis la finalité de nos recherches. L'impact qu'elles ont, alors ça peut être tout simplement genre combien de fois on prend l'avion pour aller en conférence, hein, évidemment, mais c'est aussi les choix qu'on fait de nos recherches. On n'est pas, on peut pas se dire bon ben voilà, moi je fais de la recherche sur par exemple l'intelligence artificielle ou des choses comme ça, et ce qu'on en fera après, ça n'a pas, voilà, j'y suis. On fait des choix et ces choix sont quelque part politisés également. Dans les choix de recherche. Donc on essaie aussi de travailler au sein de nos communautés, de se faire questionner sur nos pratiques et les finalités de ce qu'on fait, les choix, qui les prend, qui décide, et dans quel but. Oui, et quelquefois on n'hésite pas à se mettre en difficulté et à aller faire des conférences de rue, ce qui est assez ingrat, hein. On a plutôt l'habitude d'être écouté, comme dans des salles comme ici. Et donc ça aussi, c'est une action politique, hein, c'est vraiment dans la cité, au cœur de la ville. On avait fait ça au marché Saint-Aubin, au square Charles de Gaulle, donc pour informer, discuter avec les citoyennes et les citoyens également. Peut-être qu'on va pouvoir s'arrêter là, et donc en vous remerciant encore beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Et puis donc remercier encore tous les amis, toutes les amies et tous les amis de la Técopole pour ce moment. Sandrine Costamagno, encore à nouveau d'avoir proposé ce temps-là. Je vous signale que donc, le congrès du CTHS continue. Et puis il y aura demain soir à 20h au Théâtre Garonne une rencontre, une soirée, on va dire, qui croise en fait la thématique du congrès du CTHS et la thématique du Festival de l'Histoire à venir, donc qui est Il était une fois le progrès. Donc vous voyez qu'entre effondrement et progrès, le programme ici. Et donc ça va être les deux thématiques vont être associées avec une soirée donc au théâtre. Vous êtes toutes et tous invités. Et si vous voulez en savoir encore un peu plus sur la Técopole, il y aura également au préalable au Bistrot Garonne à 18h. Donc autour d'un verre, là ce sera un peu moins formel, une discussion autour de science-fiction scientifique, c'est-à-dire comment dans chaque discipline on peut imaginer un progrès dans son propre champ disciplinaire. Voilà. Et puis il y a évidemment plein d'autres rencontres qui auront lieu, que ce soit dans le cadre du congrès et dans le cadre du Festival Histoire à venir. Merci encore à vous et à bientôt probablement.